n'était pas là avec nous quand on était sur la terrasse. C'est une grande première dans ce château qui a été restauré, comme vous le voyez, en tout cas en partie. C'est un petit commencement et nous allons vous donner ce grand hommage à Gérard Abrial qui va vous parler de Sade. Il va vous conduire dans un labyrinthe qui va peut-être vous inquiéter, mais en tout cas nous sommes prêts à l'écouter. Je crois que c'est très émotionnel pour moi d'habiter ce château, le fait que depuis 230 ans personne n'a habité ce château et je suis donc le nouveau locataire propriétaire et j'aurai donc moi-même une nuit d'amour dans ce château pour une première. Donc vous voyez que la tradition du marquis va se continuer. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à écouter Gérard Abrial qui va vous raconter plus que moi la vie de Sade et dans ce labyrinthe de vie merveilleuse. En tout cas, pour moi, c'est vraiment la première ce soir et qui va me donner la joie de pouvoir venir vous voir souvent et vous aussi, j'espère, quand le château sera terminé. Et surtout vous inviter pour le festival des carrières, dans le théâtre. J'espère que vous avez vu le spectacle. Le programme est très intéressant. J'espère que nous aurons le plaisir de se retrouver encore dans la carrière pour le spectacle. Merci de m'écouter. Je passe maintenant la parole au grand. Ah, pardon. Au grand. Qu'est-ce que je fais là? Je suis embrouillé. Voilà. Merci. Donc, voilà, c'est pour... Et de remercier Pierre Cardin, car sans lui, sans sa générosité, sans l'extraordinaire liberté qu'il m'a donnée pour organiser ces évocations de Sade, rien n'aurait pu se faire. Ça a été très simple. Je suis allé voir Pierre Cardin, je lui ai dit j'aimerais parler de Sade et qu'on parle de Sade dans ce château. Il m'a dit oui. Donc ce remerciement a décerné un hommage à M. Bouher, qui a été l'ancien propriétaire du château, qui avec ses moyens a consacré une partie de sa vie à tenir ces murs en quelque sorte en l'état, avant que Pierre Cardin arrive et donne à ce lieu historique bien l'ambiance que vous voyez ce soir. À notre ami Gérard Guerre qui nous a prêté ce magnifique mobilier pour donner un tour un peu 18e à cette soirée. À notre ami Dumas, libraire à Apt, qui nous a dressé une table de littérature libertine qui j'espère va inspirer vos jours et vos nuits. À la cave de Mazan qui a une cuvée Marquis de Sade, qu'on boira tout à l'heure sous la forme du pot d'amitié, et à Philippe Roquette qui donnera quelques extraits de biographie de Sade. Ce lieu me tient à cœur infiniment, je l'ai aimé depuis toujours. J'ai une peur horrible de l'avion. Et la seule fois de ma vie que j'ai demandé à louer un petit avion, c'était pour survoler le château, il y a déjà 20 ans. Et ce château, pour moi, a une résonance particulière. Et quand j'ai rencontré Pierre Cardin dans le cadre du festival de musique, je me suis dit peut-être qu'un jour on restaurera pas, parce que le marquis de Sade n'a pas besoin de ça, mais on réhabilitera un peu la mémoire de cet homme. Frileusement blotti au pied de son château, nimbé d'un rayon de lune, la tour principale découpe sa haute silhouette sur le ciel d'hiver. Un vaste silence l'enveloppe. Soudain, une rumeur confuse semble venir de la route. À mesure qu'elle se rapproche, on distingue des pas de chevaux frappant le pavé, mêlés à des cliquetis d'éperons. Puis, débouchant de la porte basse, apparaît à la lueur des torches une troupe de cavaliers qui s'avance vers le château. Leur chef marche en tête. Ils portent l'uniforme d'exempt de police. 7 archers l'escortent, aisément reconnaissables à leur tenue, suivis de 3 brigades de la maréchaussée de Marseille. Arrivé au pied du mur d'enceinte, il l'escalade au moyen d'échelles, enfonce les portes, se précipite à l'intérieur. Madame de Sade accourt, épouvantée, au devant des envahisseurs. L'exempt, le pistolet dans une main, l'épée dans l'autre, la fureur de son action peinte sur son visage, lui demande avec les plus affreux jurements et les expressions les plus indécentes où se trouve son mari. « Il me le faut, mort ou vif » hurle-t-il. La malheureuse voit la barbarie devant ses yeux, l'horreur et la terreur l'agitent successivement. Elle répond que M. de Sade est absent. Ces mots et le signal du plus affreux déchaînement. La troupe se divise, les uns gardent les avenues du château, tandis que les autres fouillent les pièces, armes à la main, prêts à tout défoncer à la moindre résistance.
Un des sbires brandit même une barre de fer forgée à Beaunieu pour crocheter portes et meubles. Le marquis, demeurant introuvable, la fureur des assaillants redouble. Il se rue dans son cabinet qu'il dévaste en quelques secondes, arrachant et découpant les tableaux de famille, tandis que l'exempt, plus enragé que ses argousins, fracture commodes et armoires, se saisit de papier et de lettres. En un clin d'œil, le tri est fait. Il en jette des poignées dans les flammes de la cheminée et conserve les autres. Madame de Sade assiste impuissante à la scène, tenant à la main une tabatière d'écailles cerclée d'or et ornée d'une miniature, sans doute le portrait de son mari, qu'elle tâche de soustraire au saccage. L'exempt l'aperçoit et la lui arrache de force, en traitant le marquis de tous les noms, ce qui ne fait qu'exciter la fureur de ces hommes. Certains menacent de l'abattre et de porter son cadavre à Madame de Montreuil. Enfin, la horde se retire, rassasiée de cruauté et d'infamie, après avoir mis le château à sac. En descendant vers le village, quelques soudards se mettent à crier à pleine gorge « Il est pris, nous le tenons, le bougre !» Ces faits se déroulèrent dans la nuit du 6 au 7 janvier 1774. À cette époque, en 1974, le marquis de Sade est mort. Officiellement, juridiquement, administrativement, il a été condamné à mort et brûlé par le Parlement d'Aix, place des Prêcheurs à Aix, en septembre 1972. Il est contumax, donc il a fui la justice qui l'a condamné pour les crimes de sodomie et d'empoisonnement à la peine de mort. Pourquoi a-t-il été condamné? Pour une affaire qui peut paraître scandaleuse à l'époque et qui, avec le recul de nos jours, n'est qu'une partie de libertinage comme tant d'autres, comme Sade en organisait, comme d'autres de son monde aristocratique en organisait. Ceci dit, il y a une polarisation sur les affaires de Sade déjà à cette époque. Il n'en est pas à sa première affaire, et celle-ci paraît plus importante. Peut-être parce qu'elle se passe à Marseille, qu'elle connaît un développement médiatique qui déjà à cette époque existe. Un journaliste écrit, on écrit de Marseille que monsieur le comte de Sade, qui fit tant de bruit en 1768 pour les folles horaires auxquelles il s'était porté contre une fille au prétexte d'éprouver des topiques, vient de fournir dans cette ville un spectacle d'abord très plaisant, mais effroyable par les suites. Il a donné un bal où il a invité beaucoup de monde, et dans le dessert, il a glissé des pastilles au chocolat, si excellentes que quantité de gens en ont dévoré. On connaît la vertu des mouches cantharides. Ce sont des puissants aphrodisiaques. Il s'est trouvé que tous ceux et celles qui en avaient mangé, brûlant d'une ardeur impudique, se sont livrés à tous les excès auxquels porte la fureur la plus amoureuse. Les femmes les plus sages n'ont pu résister à la rage utérine qui les travaillait. C'est ainsi que M. de Sade a joui de sa belle-sœur, avec laquelle il s'est enfui pour se soustraire au supplice qu'il mérite. Plusieurs personnes sont mortes des excès auxquels elles se sont livrées dans leur priapisme effroyable, et d'autres sont encore très incommodées. Alors, vu sous cet angle, tout ça est affreux. Il y a eu empoisonnement, désir d'empoisonnement et désir de génocide, carrément. Sauf que pas un mot de ce folliculaire n'est vrai dans la réalité. Alors on demande à M. de Sade que s'est-il passé, et il répond avec sa violence habituelle, « Oh, mais les prostituées ont souffert d'un petit mouvement d'entrailles. » Et quoi d'autre? Vu par la suite, une fois que le procès a été cassé, enfin révisé et cassé, effectivement, les pharmaciens analysent les produits extraits de ces femmes. Elles ont mangé beaucoup de bonbons cantharides. Ça a été une scène de débauche incroyable. Le marquis de Sade et son valet Latour ont convoqué des prostituées. On a fait des débauches, on a fait l'amour de toutes les manières possibles et imaginables. On a fustigé, on a corrigé, on a menacé, on a blasphémé, mais on n'a pas tué. Et désir de tuer n'a pas existé. Mais le marquis, notamment, est néanmoins condamné à mort. Et on l'interroge à nouveau quelques années sur cette affaire. Et il dit, et là c'est un point essentiel, on comprend quel homme il est à partir de ce moment-là, ces plaisanteries, il parle de l'affaire de la débauche de Marseille, dont l'inconvénient est tout au plus la mort d'une putain, étaient des crimes capitaux au siècle dernier, mais on s'éclaire. Et grâce à la philosophie, un honnête homme ne sera plus sacrifié pour une raccrocheuse. Mettant ces viles créatures à leur véritable place, on commence à sentir uniquement faites pour servir de victime à nos passions, ce n'est que leur désobéissance qu'il faut punir, et non pas nos caprices. Voilà le marquis de Sade dans son naturel.
Et son naturel, c'est avant tout la morgue aristocratique, une sorte de fierté indomptée, indomptable, qui ne résiste à rien, où il est quand même le marquis de Sade, propriétaire de ce château, seigneur de cette province, et auquel personne ne doit résister. La vie de Sade, si on devait en dire quelques mots, est un véritable roman. On y trouve des coups de théâtre, des menaces, des évasions, des poursuites, des détentions, des complots, et puis la Révolution française. Un des meilleurs biographes, si ce n'est le meilleur, de Sade, Maurice Levert, en 2 mots, très elliptiques, dit « Sade a toujours préféré la fureur des jouir au simple bonheur d'être. Le drame lui est aussi nécessaire que l'air qui respire. » On va dessiner ici, dans ces murs, le portrait du marquis de Sade. C'est impressionnant parce qu'il a vécu ici, il est rentré par la porte à laquelle vous êtes rentré, il a circulé ici, il a appelé ses gens, il a menacé, il a aimé, il a donné des pièces de théâtre extraordinaires, il a vécu les plus belles heures de sa vie et il les a regrettées tout au long de sa détention. Alors les Sade, c'est pas rien en Provence, c'est une des familles les plus illustres, elle date du XIIIe siècle, on la retrouve sur le bord du Rhône, du côté d'Avignon. Alors c'est tous des illustres juristes, des consuls, des commissaires du pape, et puis l'abbé de Sade, l'oncle de Sade, qui est le grand biographe à l'époque de Pétrarque, lui-même fou amoureux de Laure de Noves, qui était une parente du marquis de Sade. Alors la famille de Sade, elle se répartit dans cette région sur 3 châteaux. Lacoste, ici, Mazan, qui est un peu plus loin du côté du Mont Ventoux, et Saumane, qui est dans les monts du Vaucluse. Le père du marquis de Sade est un personnage dont on va beaucoup parler dans les jours qui viennent, puisque Ruggieri fait le 21 juillet, je crois, un spectacle qui s'appelle Sade ou mauvais exemple, et on va parler du père du marquis de Sade, qui est un personnage très méconnu, grand libertin, homme d'une culture absolument immense, dont il va laisser à son fils plus que des restes, mais une véritable tradition de la culture, contemporain de Voltaire, une grande correspondance avec Voltaire, et c'est un homme, et le premier des Sade, à quitter la Provence pour aller chercher la fortune à Paris. Il arrive à Paris, c'est un intrigant, un homme séduisant, un homme lettré, un homme d'esprit, et il fait la cour, il réussit merveilleusement bien, il est nommé ambassadeur, et par une suite de péripéties dont on ne va pas parler aujourd'hui, il est démasqué, et sa vie se terminera dans l'amertume la plus totale, et l'amertume d'avoir un fils débauché et libertin comme lui l'était aussi. De la mère du marquis de Sade, on sait peu de choses, c'est une femme discrète, issue d'une grande famille française, elle s'appelle Madame de Maillet de Carman, et c'est la dame de compagnie et la cousine de la famille de Condé, où le marquis de Sade va naître en 1740. Les 5 premières années du marquis se passent sans problème particulier, sauf qu'à 5 ans, il casse la figure du prince de Condé, ce qui n'est pas rien. Donc on ne peut pas garder cet enfant à Paris, dans le milieu le plus raffiné, le plus puissant, et on l'envoie à Saumane, juste ici, à quelques kilomètres, chez l'abbé de Sade, pour lui donner une éducation. Sauf que l'abbé de Sade, qui est un abbé, est aussi un débauché, entretient chez lui quelques couples de prostituées, et ne va pas donner le meilleur exemple qu'on imagine à son neveu, qui est déjà très friand de ces scènes. Il y a un propos chez Sade inouï. Cet homme qui n'a jamais accepté le moindre reproche, qui n'a jamais accepté de se montrer tel qu'il est à travers ses mauvaises actions, pour une fois, reconnaît ses torts. Et il dit, allié par ma mère à tout ce que le royaume avait de plus grand, tenant par mon père à tout ce que la province du Languedoc pouvait avoir de plus distingué, né à Paris dans le sein du luxe et l'abondance, je crus, dès que je peux raisonner, que la nature et la fortune se réunissaient pour me combler de leur dos. Je le crus, parce qu'on avait la sottise de me le dire, et ce préjugé ridicule me rendait hautain, despote et colère. Il semblait que tout dût me céder, que l'univers entier dût flatter mes caprices, et qu'il n'appartenait à moi seul d'en former et de les satisfaire. Dans ce château de Saumane, qu'on pouvait visiter encore il y a quelques années, il y a des cachots. Et il est vraisemblable, sans aller sur le terrain de l'inconscient, que visitant ces châteaux, ces cachots très jeunes, le marquis en a été imprégné. Raymond Jean, qu'on connaît dans la région pour ses travaux sur la littérature du XVIIIe siècle et sur Sade, dit, parlons de ces cachots, à terre gisent encore les chaînes des malheureux oubliés ici, sans espoir de retour au monde. Lieu de torture idéale, car aucun cri ne parvient à l'extérieur. Vertige de l'enfermement, sans fin, de la solitude, de l'angoisse, ces sépulcres ténébreux causèrent une impression profonde sur le jeune Donatien.
Le décor sadien est toujours le même, que ce soit dans la vie de Sade, dans les romans de Sade, dans les prisons de Sade. Il ne s'agit que de murs, de forteresses, d'enceintes, de parois, de prisons, de donjons. On le fait revenir à Paris, une fois plus ou moins dressé par son oncle, et puis là, il rentre dans l'inévitable système de la débauche, du libertinage, de la dissipation. Il fait quelques années assez brillantes comme militaire dans la cavalerie. Et puis, il n'y a plus qu'une solution pour ses parents, du moins pour son père, c'est le marier. Et le marier plutôt richement, dans la mesure où la situation financière des Sade est au plus mal et qu'il faut reconstituer un peu le trésor de famille. Et on va le marier à une jeune femme, riche mais laine, mademoiselle Renée Pélagie de Cordier de Launay de Montreuil, avec laquelle il va former un des couples les plus étranges qu'on puisse imaginer au XVIIIe siècle. C'est une jeune femme discrète, un peu grossière, patiente, qui se fait à l'idée d'avoir un mari pas comme les autres et auquel elle laisse toute la liberté. Mais cette liberté est de toute façon donnée, largement donnée à cette époque aux jeunes hommes qui avaient besoin d'exprimer leur feu et leur vigueur et leur virilité ailleurs que dans le sein de la famille. Seulement, ça se complique pour ça parce qu'il va un peu loin. Une première affaire va l'amener en prison, on appelle l'affaire Jeanne Testard du nom de la victime. Il y a là une affaire de fustigation, de coups portés, d'incisions dans les chairs. Ça le mène 2 ou 3 semaines en prison et on lui recommande un peu de modération. Mais ça ne l'entend pas de cette oreille. Et là arrive l'affaire dite d'Arcueil.